D'entrée de jeu, je vous dis, il n'y a pas eu coup d'État. Il n'y a pas eu du tout coup d'État, du tout alors. Tentative, a-t-on dit? Non, il n'y a même pas eu de tentative. Il n'y a pas eu de tentative. Vous savez, Olivier et Talon, c'est deux faces de la même médaille. Et Olivier fait un coup d'État à Talon, c'est un peu comme si Talon se faisait coup d'État lui-même. Et quand j'ai écouté tout à l'heure le procureur spécial, observez-le bien, c'est quelqu'un que nous connaissons depuis un moment, observez ses gestuels, son visage, la manière dont il lisait. Et ça, ce n'est secret pour personne, que tout ce que le procureur spécial dit, c'est ce qui est écrit depuis la présidence ou depuis le ministère de la Justice. C'est trop flagrant. Parce que, écoutez, on dit, Omeki était en compagnie du commandant de la garde républicaine. Oui. On est allé les voir, on a vu 1,5 milliard, tout ça. Mais j'avais suivi l'élément. Oui. Le procureur a montré des photos. Il n'a pas montré l'argent. Nous sommes d'accord. Oui. Il est allé jusqu'à dire que c'est Olivier qui a remis les sous. Au commandant. Non, au ministre. Ah, pardon, oui, au ministre. Au ministre. Au Meki, oui. Et on est allé faire une perquisition chez le ministre. Oui. Mais on n'est pas allé faire une perquisition chez Olivier Bokor. Ça ne vous dit rien du tout? Qu'est-ce que vous voulez? Où voulez-vous en venir? Expliquez-nous. Mais on dit que c'est Olivier qui a remis l'argent. Oui. Ça veut dire que c'est Olivier qui a suffisamment d'argent. On a fait la perquisition chez le ministre, qui était chargé de transmettre les sous au commandant de la garde républicaine. Mais celui qui a autant d'argent, on n'est pas allé chez lui. Le seul militaire dans le jeu, c'est le commandant de la garde républicaine. On n'est pas allé faire perquisition chez lui pour voir s'il n'y a pas des armes. Quel coup d'État peut-on faire sans armes? Quel coup d'État fait-on à 3, 2 civils et un militaire? Mais c'est fait exprès parce que Talon sait très bien, et ça je ne veux pas dédouaner Olivier parce qu'on les a vus à l'œuvre, hein. Talon sait très bien qu'Olivier a suffisamment d'argent à la maison, d'argent liquide à la maison. Et il faudrait qu'il mette la main sur ça. Donc le fait de ne pas envoyer une équipe faire la perquisition chez Olivier, oui, c'est fait exprès. Parce que si les gens allaient, ils vont se dire, mais quand même, ces gens-là aussi, comment ils peuvent garder autant d'argent à la maison? Mais lui, Talon, il veut prendre ça. Et c'est déjà pris. Comment savez-vous que le président Patrice Talon a déjà mis la main sur, mais écoutez, sur la fortune? Vous avez dit tout à l'heure que j'ai été garde des Sceaux. Oui. J'ai quand même mes réseaux d'informations. D'accord. Et je vais vous donner beaucoup d'autres informations tout à l'heure. Très bien. Très rapidement, Jean-Bernard Bikim. Alors, je l'ai dit, vous êtes un grand admirateur du président Patrice Talon, dont vous magnifiez la gouvernance. Olivier Bokor et Patrice Talon, c'est des amis de longue date. Ils se font confiance. Et comme je le disais tout à l'heure, un compatriote dit il lui fait totalement confiance. Comment en arrive-t-il, si on suit le raisonnement de M. le ministre, à faire mettre sous mandat de dépôt quelqu'un en qui il avait totalement confiance s'il n'a rien fait? Faisons alors un peu de la psychanalyse dans ce cas. Quel est le regard que vous portez justement sur cette affaire qui devient intrigante? Cette affaire est une pure affaire de droit et de politique. J'aimerais au préalable marquer un coup très important, oui, par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'ai été alerté ce matin quand je me suis levé par un message WhatsApp qu'il fallait absolument que nous marquions le coup pour le 7 octobre par rapport à ce qui se passe en Palestine, en Syrie, au Liban et au Yémen. Autrefois, la Palestine aujourd'hui s'appelait Canaan. Et Canaan était habité intégralement par les Noirs. Ils ont été massacrés de la même façon que les Palestiniens se font massacrer aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons rappeler à nos dirigeants. Et les collègues m'ont demandé de passer ce message. Il faudrait que les 55 chefs d'État africains prennent leur courage à deux mains, réclament à Israël d'arrêter le massacre qui n'arrête pas depuis un an. Alors, Jean-Bernard Bikim, j'arrête, j'ai fini. Au Moyen-Orient. J'ai fini. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît.
J'ai fini. Et ça, je pense que les 55 ont ce pouvoir, d'autant plus qu'ils recherchent 2 postes au Conseil de sécurité. Oui. C'est le moment ou jamais Oui. de marquer le coup. C'est dit. Alors, Revenons au Bénin. pour revenir au Bénin, C'est le sujet. nous sommes dans une affaire typiquement juridique. Dieu merci, nous avons un aîné qui est là, qui a été ministre de la Justice. Avant que nous commencions cette émission, je lui rappelais qu'en fait, nous sommes dans une histoire qui rentre dans le délit et crime d'atteinte à la sûreté d'État. Il y a un élément qu'il n'a pas ressorti. On a retrouvé en Côte d'Ivoire sur un compte de la NCA Bank 105 millions de francs CFA au nom du commandant Toveigéré de la présidence. Information immédiatement démentie par la banque. Très bien, très bien. Mais n'en demeure pas moins qu'elle reste dans le fil. Et quand on place quelqu'un dans le cadre d'une qualification d'atteinte à la sûreté d'État, il est au bon vouloir, il est entre les griffes, je ne vais pas le dire du diable, mais entre les griffes du procureur. Oui. Pour la simple bonne raison que ce délit et crime couvre non seulement le champ politique, pénal, terroriste et sécuritaire. Donc en le plaçant à l'intérieur, personne ne peut extraire Omeki et Boko des griffes de la justice. On comprend. Mais sur le fond, ce qui se passe aujourd'hui nous ramène justement à ce qu'avait déclaré le 11 décembre 1990 le professeur Toveigéré, le parent du commandant de la présidence, du commandant de la présidence, qui disait attention, le colonel Dieudonné Toveigéré. Attention, la constitution que nous nous sommes donnée ne nous permet pas d'avoir tous les gages pour le mieux vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a des insuffisances. Oui, la Constitution a été révisée plusieurs fois. Non. Dans cette Constitution, puisqu'il y a le Bénin a l'une des constitutions les plus solides en Afrique. Dans cette Constitution, on met Dieu en avant. Après Dieu, on met qui? Les mânes des ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne pouvons pas, nous Béninois, je me mets à l'intérieur, oublier ce que sont nos ancêtres. Premier point. Le deuxième point qui est important dans cette affaire, nous avons là une lutte d'influence, de pouvoir, de puissance entre les mains des ancêtres, les coalitions pro-ivoiriennes et les coalitions pro-nigérianes. L'homme politique béninois a toujours été pris en tenaille entre ces trois groupes. Jean-Bernard Bekim. Aujourd'hui, plus concrètement sur le sujet. C'est important. Aujourd'hui, est-ce que Olivier Boko et le frère siamois de Talon? Je vais dire non. Olivier Boko a fait partie de la cour de Talon. Il faut le dire les choses. Oui. Talon est quelqu'un qui s'est fait à la force de ses réseaux et qui a occupé dans ses réseaux des positions très, 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 très hautes, lui permettant de manœuvrer au gré de ses propres intérêts. Et Talon, c'est d'abord quoi? Talon, c'est d'abord un ultralibéral. Dans l'histoire du Bénin, nous avons, je ne vais pas revenir sur la période de la royauté, nous avons de Soglo, de Kérékou à Talon, Kérékou le marxiste, Soglo socialiste, Yahi le social-libéral. Soglo socialiste, je ne sais pas, mais enfin... Oui, sociodémocrate. Oui. Je vais habiller ça comme ça. D'accord. Je vais l'habiller comme ça. C'est un habillage. Mais n'oubliez pas de revenir concrètement. Et aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Oui. De quoi s'agit-il? Dans nos fonctions suprêmes, qu'on le veuille ou non, quel que soit le pays africain, en dehors de l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, mais tout le reste, les jeux de pouvoir commence à l'extérieur. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu coup d'État? Sur ce point, je suis d'accord, il n'y a pas eu coup d'État. Est-ce qu'il y a eu tentative de coup d'État? Non. Il y a un désaccord de fond entre Boko et Talon. Qui porte sur quoi? Qui porte sur le regard que Patrice Talon a sur la constitution béninoise. C'est le premier point de désaccord. Et le second point de désaccord porte sur la situation, le regard que Talon a sur la situation ne correspond pas au regard qu'a Boko sur la situation du Bénin. Et donc mais c'est intéressant ce que vous dites donc, finalement. Cette tension permanente n'a pas,
à créer ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut absolument faire vivre à Boko oui. La divergence de vues et de regard qu'ils ont sur la... Ce que Ajavon a subi, il faut quand même le dire. Ah, c'est intéressant ce que vous commencez par dire. Là, vous virez de bord, parce que, alors, si vous dites qu'il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas tentative de coup d'État, Boko n'a rien à faire en prison, alors. Ah si, parce que... Pour quelle incrimination? Nous sommes dans un pays de droit, qu'on le veuille ou non. On peut aimer Talon ou pas aimer Talon. La vraie question aujourd'hui, c'est que le président Talon agit en fonction de ce qui n'est pas prévu par la loi. C'est-à-dire, il agit dans le cadre des lois ordinaires. Ouais. La loi fondamentale du Bénin, donc la Constitution, oui. je n'aime pas le terme vide juridique, je préfère le terme insuffisance. La Constitution rend possible ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons quelqu'un qui est dos au mur. Pourquoi il est dos au mur? Qui des deux? Patrice Talon est dos au mur. Par rapport à quoi? Par rapport à pas sa situation, par rapport à tous les actes de gouvernance qu'il a posés de 2016 à aujourd'hui. Bah, vous êtes son admirateur, vous m'avez dit. Oui, il a ce souci comment faire passer l'idée selon laquelle il n'a pas posé de parjure à la Constitution, premier point. Oui. Il y a ce débat-là. Talon n'a pas fait quoi? Il n'a pas posé de parjure. Ouh là là, ça il en multiplie tous les jours. Alors, Plein, tous les jours. Il ne vit à ce que stade, de ça. laissez le ministre vous répondre avant que je... Oh Talon Oui. Non, arrêtons quoi. Comment on peut dire des choses comme ça? Vous savez que dès l'investiture d'investiture, dès son investiture, il n'a même pas... Laquelle? Il y a eu 2 investitures. Non, la vraie. L'investiture donc de 2016. D'accord. D'accord? Oui. Il n'a même pas porté l'échappe. Ça, c'est rien des choses. Il n'a pas déclaré son patrimoine en début de mandat. Il l'a fait par la suite. Son gouvernement, le salaire des ministres, c'est inconnu. Il a fait tirer sur son peuple. Quelqu'un qui a prêté serment pour sauvegarder, pour protéger son peuple, a fait tirer sur son peuple. Et vous dites qu'il n'a pas commis de parjure? Vous mettez quoi dans parjure finalement? je vais vous reprendre, monsieur. Il vit tous les jours. Avant que vous ne répondiez à monsieur le ministre, Karine Orio, dans l'hypothèse qu'il y a eu tentative de coup d'État, il doit être un homme malheureux en ce moment, le président Patrice Talon. Merci, professeur. Ça crée des problèmes. N'empêche que vous admirez sa gouvernance, comme vous me l'avez dit. C'est un libéral. Quand je vous invite oui, à cette émission. je le dis, je le dis. Mais vous avez le droit. Hein, nous avons combattu Talon. Et on s'est dit, attention, nous sommes des chercheurs, il faut qu'on regarde sur quoi se fonde-t-il pour mener sa politique. Votre titan que vous voulez dire. Voilà. Et on s'est aperçu qu'en réalité, Talon a exploité intelligemment les insuffisances de la Constitution et a habilement... Mais là aussi, c'est discutable. Habilement... Je ne vous ai pas coupé. Je termine. Et habilement, il a construit un cadre juridique sur les lois ordinaires pour déployer ses orientations. Ça peut être, d'un point de vue moral et éthique, c'est contestable par rapport au mal des ancêtres. Ça, c'est vrai. Mais il a de l'intelligence politique. Mais d'un point de vue... Effectivement. D'un point de vue juridique, on ne peut pas demander à un ultralibéral de penser comme un socialiste, comme un marxiste, c'est pas possible. On est totalement d'accord. Monsieur le ministre, alors vous vouliez... Non, en fait, on a... D'accord. Il faudrait dire tout à l'heure que le Bénin est un état de droit, tout ça là. Je vais dire plutôt, lui-même a répondu finalement, le Bénin est devenu un état de loi et non un état de droit. C'est-à-dire, depuis que Talon est venu, on a quitté complètement le droit. Et les exemples sont légion. Vous voyez. Alors, vous voulez me poser des questions? Oui, monsieur le ministre. Si on s'en tient aujourd'hui au code électoral et à la Constitution, le deuxième mandat du président Patrice Talon arrive à terme en avril 2026. Oui. Dans le contexte actuel, y a-t-il encore une quelconque possibilité pour le président Patrice Talon de faire réviser la Constitution en vue d'un 3e mandat? Vous qui avez été parlementaire, qui connaissez très bien le jeu politique béninois, la configuration actuelle de l'Assemblée nationale du Bénin offre-t-elle la possibilité, une quelconque possibilité d'avoir des députés susceptibles de porter une révision constitutionnelle au profit du président Patrice Talon? Merci beaucoup.
C'est un sujet que j'avais déjà traité dans plusieurs vidéos, traitant du code électoral qui est là. Oui. Je vais dire rapidement, mais je ne sais pas si on est en train d'aller vers la fin. Il y a quelque chose que je tenais à dire rapidement. Allez-y. Vous savez, nous avons appris que le DAF de Nieri, c'est le beau-frère de Olivier, a été arrêté. Et après, on dit qu'il a été relâché. Ça vous a dit quelque chose? Le beau-frère de l'homme d'affaires de Nieri, qui est l'homme d'affaires, qui est le beau-frère de Olivier, qui a été arrêté, et après on dit, bon, il a été relâché, tout ça. Quel lien? Le lien que je voulais faire est simple. Je vous dis, ce dossier-là, c'est un dossier... Bon, maintenant, si Omeki se tait, si Olivier se tait, ça fait leur problème. Parce que c'est des gens qui sont au courant de toute la mafia qui est au pouvoir depuis un moment. Et ils ont assez à dire. Vous êtes dur. Mais c'est une mafia qui est au pouvoir au Bénin. En France, vous appelez ça pouvoir? C'est une mafia. Et quand même, le code électoral. J'en viens. Vous savez, ils ont arrêté le DAF. Mais ils l'ont laissé. Pourquoi ils l'ont laissé? Quand le DAF a commencé par faire des déballages, parce qu'on dit bon, qu'il aurait fait un chèque de 500 millions et tout ça là. Mais le gars commence pas à faire des déballages. Il dit, mais il est comptable. Oui. Son patron lui donne des instructions, il a une co-signature. Mais lui, il sort plus que ça. Mais il y a des comptes où il reçoit même des sous pour des prestations qui n'ont même pas exécutées. C'est une mafia. Et Talon, mais c'est Talon. Mais Olivier était son garçon, non? Ils savent tous les sous, les faux sous, tout de blanchiment d'argent, comment ils le font. Donc, il dit, des fois, tout l'argent tombe sur les comptes pour des prestations qu'ils n'ont pas réalisées. Et après, on dit, bon, appelle tel parti, donne ceci. Appelle tel parti, donne ceci. Appelle tel parti, donc, si ceux-là, ils se taisent, ils seront zigouillés. Je reviens maintenant sur le code électoral. Le code électoral que nous avons là. J'ai fait une démonstration parce qu'il y a des dates qui ont été proposées. C'est-à-dire, on fait les communales et les législatives en janvier 2026. Et ceux qui sont candidats à la présidentielle vont déposer leur dossier 180 jours, 30 fois 6, c'est bien ça, hein? Oui. 180 jours avant. Les députés vont déposer une cinquantaine de jours avant. Et j'avais démontré pour expliquer pourquoi ils ont fait ça. Parce que les parrains des candidats à l'élection présidentielle, ce sont les maires, ce sont les députés. Ils vont délivrer leur parrainage. Parce que ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, qui ne vient qu'en avril, bien en mars, oui, déposent leur dossier avant les candidats aux élections législatives communales qui ont lieu en janvier. C'est fait exprès parce que lorsqu'ils auraient délivré leur parrainage, Talon a déjà la liste. Ceux qui vont donner de parrainage à un candidat autre que celui que lui aurait choisi, on vous sort de la liste. Donc vous ne serez pas candidat. Si on n'arrive pas à le faire, on vous envoie histoire de quitus fiscal, parce que c'est le directeur qui a dit devant la Cour constitutionnelle que les institutions viennent d'en haut. Donc, on trouve une question. Même dans le camp de l'opposition, hein, quitus fiscal, on nettoie tout. C'est quoi le but de la manœuvre? Non, je viens, je vais le démontrer. Quand il aura fait ça, parce que le président ne passera service qu'à lorsque un nouveau président aura été élu, bien sûr. Et l'installation, c'est en mai. Oui. D'accord? Donc, lorsqu'on aura installé les nouveaux députés élus en 2026, les nouveaux maires élus en 2026, Talon aura fait encore 45 jours avant de partir. Ces nouveaux maires, ces nouveaux députés, étant les députés qu'il a choisis, il pourra réviser encore la Constitution. En 2026? Bien sûr. Quel mois? C'est là que je vous dis non. Puis les députés sont installés, après leur installation, lui va partir encore 45 jours. M. Talon va partir en mai. Dans l'intervalle des 45 jours-là, étant donné que les députés qui seront élus, c'est lui qui contrôle complètement l'Assemblée. On dit d'avoir encore une Assemblée monocolore ou une Assemblée avec quelques députés de l'opposition qui n'auront même pas la capacité de bloquer, ils n'auront pas le minimum de blocage de la révision constitutionnelle. Mais vous savez que dans le cadre de la CEDEAO, vous n'avez pas le droit de modifier la Constitution à moins de 6 mois de la présidentielle. Hein? Qu'est-ce que vous appelez CEDEAO? Mais les CEDEAO qui vient chez nous là pour dire qu'on a tué les gens en 2019. La CEDEAO dit que les élections sont bien parties. On a tué les gens en 2021. Vous savez que la Cour africaine des droits de l'homme, en 2020, a dit qu'on ne doit même pas utiliser la constitution révisée de 2019 là. C'est ça. Pourtant, on n'a pas changé ça. On a utilisé la constitution, on a utilisé le code. Mais je suis encore allé trop loin. En 2020, vous parlez de révision. Et M. Dobré, vous êtes sérieux vraiment là? En 2020, professeur, en pleine installation des maires et des conseils locaux, on est retourné à l'Assemblée nationale pour réviser le code électoral.
Chez moi au Bénin, là, les maires ne sont plus désignés par leur père. C'est le président et le président du parti qui norment. Et vous parlez de 6 mois. On a démarré l'installation des maires. Et la charte de la démocratie dans le cadre de la CEDEAO interdit toute révision. Mais je vous donne un élément factuel. Oui, je dis en 2020, on a démarré l'installation. Il y a des maires, donc on a 2 maires au Bénin. Il y a des maires qui ont été installés sur la base de ce qui existait, mais il y a des maires qui sont nommés. Merci. Donc celui qui a été capable de suspendre le processus pour aller réviser le code électoral, ne me dites pas qu'il ne peut pas faire une révision dans l'espace de 45 60 ans. Merci. Il le fera. Merci, monsieur le Donc, ce qui a fait, moi j'appelle les Béninois, ceux qui sont en train d'avoir les yeux rivés sur les élections pour dire élections là, et on doit le forcer. Il a 2 mandats à faire, il fait 2 mandats, il s'en va. S'il veut se manger, il veut manger c'est Olivier, il veut manger, comment il s'appelle ça? Romeki, mais qu'un homme, voilà encore ce qu'on dit là. Faisons attention, faisons tout pour que le droit règne. Merci. Qu'un homme, c'est lui qui est venu défendre la je rappelle, monsieur Quenom, c'est l'ancien ministre de la justice, c'est lui qui est venu défendre la loi sur la criette. De la justice. Pour la loi, c'est lui qui a signé. C'est lui, moi ancien ministre, on a inventé un dossier, on devait m'envoyer devant la haute cour de justice. Mais c'est ce Quenom-là qui a détourné la procédure pour envoyer devant la criette. Aujourd'hui, il est en train de courir. Il est en France ici avec moi maintenant. Il va déposer bientôt sa demande d'asile. Mais qui va accepter ça? En ce qui concerne effectivement la tentative de coup d'État au Bénin et puis qui concerne les proches du président Talon, ce qui est important de souligner, c'est la vitesse avec laquelle les autorités ont communiqué sur cette tentative de coup d'État. Ouais. Vous l'avez rappelé, Monsieur Bikim, on est dans une situation politique. La trahison existe en politique. Absolument. Et je pense que effectivement, tous ceux qui ont même si les ambitions sont embryonnaires, il est possible effectivement que ces ambitions soient éteintes tout de suite. Le nombre de chefs d'État qui sont victimes de tentatives de coup d'État, je pense, au monde, il y en a qui ne communiquent pas dessus, on le voit même dans les puissances occidentales, il y en a qui communiquent dessus. Ce qui est intéressant dans ce cas, effectivement, c'est qu'ils nous ont tout de suite, ils ont communiqué dessus, ils nous ont montré tout de suite des preuves. On va voir ce que la justice, finalement, va trancher. On revient sur la question des preuves. On est en droit de se poser la question de savoir si effectivement il y a une véritable indépendance des différents pouvoirs et si ce n'est pas télécommandé. Ça interroge. Ça, c'est clair que c'est une question qui interroge. Mais je pense que sur les tentatives de coup d'État qui sont, en tout cas aujourd'hui, monnaie courante, ça ne surprend pas tant que ça. Sans parler du contexte, on est en Afrique de l'Ouest, on a vu ce qui s'est passé au Burkina, on a vu ce qui s'est passé au Mali, on a vu ce qui s'est passé au Niger. Donc effectivement, on peut se dire, le Bénin est peut-être le prochain pays. Point d'interrogation. Et par rapport au coup d'État à venir ou bien par rapport non, mais je pense que de toutes les façons, je pense que là, on assiste effectivement, là, on a une communication ils ont très vite communiqué sur, on a des preuves, on a telle situation, et donc, ça, c'est assez surprenant. On a vu qu'au Burkina, assez récemment, ça s'est passé en même temps, il y a eu effectivement aussi des tentatives de coup d'État, mais des autorités n'ont pas communiqué de la même manière qu'au Bénin. Donc ça, effectivement, il y a quelques points d'ombre qu'il faudrait régler. Jean-Bernard Bikim, vous faisiez dans la première partie de notre émission un parallèle entre Olivier Bokor et Sébastien Ajavon. Je rappelle Sébastien Ajavon est lui aussi un homme d'affaires béninois, aujourd'hui en exil, mais condamné par la justice de son pays à 20 ans de prison, par la même criette justement, pour plein d'incriminations, dont blanchiment d'argent, etc. etc. Quel est le parallèle? Pourquoi faites-vous un parallèle entre les deux hommes? Expliquez-nous. Alors, je voudrais d'abord rapidement répondre, apporter des éléments par rapport à ce qu'a dit le cher aîné. En plus, c'est un grand magistrat. Nous avons un problème central qu'il faut que le Béninois règle. Et tant qu'il ne sera pas réglé ce problème, nous serons toujours dans des problèmes. Je reviens. En 90, le professeur Tevegere dit la chose suivante. Nous nous sommes donné une constitution, mais elle a des grosses insuffisances. En l'occurrence, il n'y a pas dans la constitution béninoise des articles prévus pour gérer la corruption, des mécanismes pour la contrer. Il n'y a pas dans la constitution béninoise une norme permettant à l'électeur, puisque au Bénin, la souveraineté est exercée par le peuple et non par le chef suprême, par le président de la République, mais par le peuple. Or, dans la Constitution, il n'y a pas un mécanisme qui permet à l'électeur de contrôler celui qui est élu.
Et plus grave, dans cette constitution, il n'y a rien qui est prévu pour la production, donc tout ce qui est économique, finance. Et mieux, cette constitution ne parle pas de comment faire pour garder la souveraineté sur ce qu'on produit et sur les richesses du pays. D'accord. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que les hommes politiques soient en situation d'équité par rapport aux hommes d'affaires? Il n'y a pas photo. D'accord. De ce point de vue, ils sont le Bénin ne fait pas exception. De ce point de vue. Mais revenons au cas concret qui nous mobilise. Et c'est très important. Donc, tous les hommes d'affaires béninois ont, pas des accointances, ont des réseaux d'influence au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en France, au Brésil et aux États-Unis, et ainsi de suite. Et derrière, nous avons un problème énorme dont on ne parle pas. Nous avons à côté les mafias nigérianes qui ont pratiquement fait main basse sur le Bénin et le Togo. Et donc, ils utilisent des hommes liges. Aujourd'hui, je dis comme je le pense, Ajavon est un homme lige, Bokor est un homme lige, Talon aussi l'a été. Sauf que Talon, une fois qu'il a été élu, a voulu, et je lui donne entièrement raison, exercer pleinement la souveraineté, puisque la Constitution lui offre la possibilité de créer des lois ordinaires pour pouvoir mettre en place un État qu'il aimerait voir à l'image de l'ultralibéral qu'il est. Parce que la vraie question est celui-là. Le président de la République, Talon, de par ses orientations, nous avons des lois et nous avons un État qui fonctionne. Or, si on avait écouté, je vais dire attention, ok, en 90, on sort de 3 décennies du régime Kérékou, on va se donner 10 ans et on va combler cette question-là. Ça n'a pas été comblé. Pourquoi ça n'a pas été comblé? Parce que nos aînés au Bénin, francs-maçons, Rosicruciens et j'en passe, ont fermé les yeux sur l'essentiel. Et aujourd'hui, ceux qui pilotent la machine, ce ne sont pas les Béninois, ce sont les intérêts extérieurs. Et en l'occurrence, Karine disait quelque chose d'assez important tout à l'heure, nous avons 3 éléments qui... Nous avons 3 éléments qui... Ne nous éloignons pas trop. 3 éléments qui mettent Talon en difficulté. On fait porter à Talon l'idée selon laquelle il est responsable, il fait partie de ceux qui ont fait subir au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les souffrances qu'ils ont connues. Premier point. Le deuxième point, il y a, une lutte de pouvoir pour la succession de Talon sur un point important. Oui, lequel? Comment... Et entre qui? Entre Talon et les autres Béninois. Puisque le Béninois actuel se dit, et il a raison sur ce qu'il dit, cet homme était déjà très riche, mais depuis qu'il est président, il a fait même pas sur toutes les richesses du pays. Je vous rappelle que le président Patrice Talon a son 2e mandat. Je termine. Allez-y, descendez un peu. Je termine. Nous pensons, au regard des éléments que nous avons reçus, que l'enquête de flagrance qui a été menée, quand on prend Omeki avec le commandant de la garde républicaine, il est libre en l'occurrence. Il est tombé dans un piège, malheureusement. Qui il? Omeki et Olivier Bokor. Ils sont tombés dans un piège. Dans un piège. Tendu par qui? Qui l'ont entraîné. Tendu par qui? Tendu par les services. Par les services. Mais alors moi, ce que je voudrais quand même qu'il soit éclairci, mais parce que vous dites en fait qu'il y a la main basse des réseaux nigérians, des réseaux d'influence. Oui. Et finalement, en fait, je n'arrive pas à comprendre quel est le rapport que vous faites directement entre cette tentative de coup d'État, le rapport avec Ajavon, parce que c'est un peu assez tiré par les cheveux. Avec Ajavon, nous savons que les mafias nigérianes se servaient des conteneurs d'Ajavon pour faire transiter la drogue de l'Amérique du Sud vers l'Afrique de l'Ouest. Jean-Bernard Béki, vous voulez dire dans mon émission que Sébastien Ajavon est un trafiquant de drogue? Non. Les mafias
et serait la marionnette de mafia. Les mafias nigérianes utilisaient les conteneurs. Je préfère franchement que vous ne fassiez pas ce genre de développement. Non, et puis pardon de vous interrompre, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes d'affaires, qu'ils soient africains ou peu importe, ils sont obligés d'avoir des réseaux pour travailler ensemble. Et puis, il ne faut pas forcément y voir une théorie du complot. Enfin, donc là, revenons quand même au cas Boko, comme le cas qui nous interroge aujourd'hui. C'est encore une fois, moi, je souligne le fait que ce soit une trahison et que effectivement, enfin, je pense que il a nourri des ambitions puisque les associations sur le terrain appelaient à ce qu'il se présente. OB26, c'était pour qu'il se présente. Et effectivement, on peut partir du principe que le président Talon n'y ait pas vu son intérêt parce que c'est lui qui veut avoir la main sur son prochain successeur. On va d'abord, et très rapidement, monsieur le ministre, aborder un point qui est quand même capital dans la compréhension de ce qui se passe au Bénin. L'homme d'affaires béninois, Olivier Bokor, est interpellé. Il était dans son véhicule. Il n'était pas dans un char qui prenait d'assaut la présidence de la République. Il était dans un véhicule. Son épouse serait au volant, apparemment. Osman Omeki, lui, est interpellé chez lui avec, à sa possession, 1,5 milliard. Ce qu'on a dit. Destiné à alimenter à la fois le commandant de la garde républicaine, Dieudonné Tévoijré, et d'autres réseaux qui seraient chargés de faire le coup d'État. Pourquoi, selon vous, le colonel Tévoijré est libre? Merci beaucoup. Mais permettez-moi de réagir par rapport à deux petites choses rapidement. Bon, d'abord, tout le monde parle de 7 octobre. Donc, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour Steve Amousson, qui a été kidnappé à Lomé, qui est devant la Criette aujourd'hui. Alors, je reviens. Je voudrais aussi faire nuancer un peu certaines positions du professeur. Et tout à l'heure, il disait la Constitution n'a pas prévu des mécanismes de contrôle. Ah non, le pouvoir est au peuple, la souveraineté, voilà. Oui. La souveraineté est exercée par le peuple, mais que la Constitution n'a pas prévu des mécanismes. Je voudrais simplement dire que la Constitution a prévu bel et bien des mécanismes. La preuve, il y a des élections. Et au Bénin, l'élection, c'est la période la plus propice pour le peuple de sanctionner les dirigeants. C'est vrai. Mieux, la Constitution donne le pouvoir aux députés de contrôler, donc le peuple contrôle l'action gouvernementale par l'entremise des députés. Malheureusement, c'est Talon qui est venu, qui a commencé par nommer des députés. Bon, en fait, on pourra faire le débat après. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je reviens maintenant à votre question. Monsieur Tobé, et c'est ça qui prouve qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État, il n'y a rien eu. C'est un piège. Et moi, j'ai compris. Finalement, quand j'ai analysé la situation, je me suis dit, il y a une crise de confiance. Et là, je suis d'accord avec le professeur. Entre les deux. Entre les deux. Il y a une crise de confiance. Et Olivier est co-auteur de tout le malheur qui s'abat sur le Bénin depuis 2016. Il sait, il est convaincu que lorsque Talon va quitter le pouvoir en 2026, lui-même, Olivier, il n'a plus de couverture. Talon, en tant qu'ancien président, va continuer quand même à jouir, qu'on veuille ou non, d'une certaine couverture de par ses relations avec les présidents de la sous-région. Olivier sera livré à lui-même. Donc Olivier dit, il faut que je me protège en mettant de parapluie, soit je prends le pouvoir moi-même, ou bien j'aide quelqu'un à prendre le pouvoir pour continuer à être puissant dans le système. D'où les histoires de OB26, tout ce que vous voyez là. Mais ce qui s'est passé là, je reviens encore là-dessus, c'est Talon qui a organisé tout, hein, nous ne faisons pas du tout, c'est Talon qui a organisé tout avec la garde républicaine. Il appelle son ami Olivier, viens chez moi. Mais c'est méchant, honnêtement. Moi, je ne partage pas toute leur vision, mais je souffre un peu quelque part pour Olivier. Bon, que les Béninois veuillent m'excuser. Ils m'ont dit, mais quand même, il est devenu fou avec tout ce que lui a fait tirer sur les gens. Mais comment nous sommes des amis intimes? Tu me fais appeler. Mais pourquoi il a fait sortir de sa maison? Vous savez, la maison de Olivier, c'est aussi comme une petite base militaire. Donc, si on envoyait les policiers prendre Olivier à la maison, mais il y aura eu des tirs de feu, des échanges de feu qu'on ne pourra pas contrôler. Donc, on le sort de son environnement. Sa maison est militarisée à cause de quoi? Il est en raison de... Mais il est le vice-président. Comment j'allais dire? Officiellement, il n'a aucun rôle. Sûr, oui. Mais tous les Béninois savent qu'Olivier est le vice-président. C'est pour ça que j'ai dit que Olivier et Talon, c'est deux personnes. Monsieur, vous dites que c'est le président Talon qui a tout organisé. Non, c'est lui qui a tout organisé. Quel piège, au fond? Mais c'est lui qui a tendu le piège
à Olivier parce qu'il venait chez lui. Il était à quelques mètres de sa maison. Il a Mais été... Mais avant, Pardon? il faut qu'on sache, monsieur le ministre, d'après votre compréhension, Oui. si c'est Olivier Bokor et Oswald Omeki qui étaient à l'initiative de l'idée de coup d'État, Il n'y en a pas eu. ou si c'est le commandant Dieudonné Thévois qui leur a fait la proposition inspirée par le président, moi, je ne sais pas. Ce que moi j'ai compris, vous savez, Olivier devenait encombrant. Et vous avez parlé tout à l'heure de Adjavon. Bon, le problème de drogue que le professeur évoque, moi je n'en ai pas connaissance. Je sais que les gens ont mis de la drogue dans le conteneur de Adjavon à un moment donné. Oui. Bon, C'est parce que la justice béninoise a dit, mais... Non, mais ça, c'est ça la réalité. Oui, mais prenez encore la vidéo. La vidéo, quand ils étaient... Mais j'ai été ministre de l'économie maritime, je connais le port. Oui. Mais quand ils étaient allés au port, reprenez la vidéo. Vous êtes venu, vous voulez faire un contrôle pour détecter une marchandise étrange. Mais quelqu'un a commencé par ouvrir le conteneur d'un côté. Quelqu'un dit non, viens, c'est ici. Il était à l'embarquement du conteneur. On dit viens, non, c'est ici. Venez ouvrir ici. Ça veut dire que c'est eux qui ont mis la drogue dans le conteneur d'Adjamon. Le monsieur n'est pas là. Donc je reviens. Sur le piège, s'il vous plaît. J'ai compris que c'est le commandant de la garde républicaine qui est celui qui a organisé tout avec talon. Et même quand non, attendez, vous voyez, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Quand on dit que on est le procureur disait oui, qu'on est allé voir, comment il s'appelle ça, Omeki, qui échangeait avec le commandant. Oui. C'est encore faux. Le commandant est rentré dans la maison de Omeki avec l'équipe qui était venue faire le folklore là. Il n'était pas là, lui, le gars était déjà couché. C'est un pur montage. Parce que, à part après Adjavon, après tous les autres riches, celui qui peut donner de l'insomnie à Talon, c'est son ami. Et lui, il a voulu non, ce que je dis, moi, ça m'engage. Ce n'est pas vous qui le dites. Non. Il a voulu s'affranchir de la tutelle de Talon. Et vous voyez, cette affaire a commencé depuis la révision de la Constitution, depuis la révision du Code électoral. Parce qu'en réalité, même quand aujourd'hui on parle de blanchiment d'argent, mais qui blanchit plus d'argent au Bénin que Talon? Mais c'est leur clic qui blanchissait l'argent. Non, toi tu ne sais pas comment je crois. C'est leur clic qui blanchissait l'argent. Donc est-ce qu'on peut même parler de blanchiment, prendre Olivier sans prendre Talon? Et mieux, l'affaire est encore plus compliquée même qu'on le pense. Vous avez créé la criette pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les crimes financiers, tout ça là. Même le fait même de dire le montage là, de dire qu'on a trouvé même 1,5 milliard, alors que personne n'a vu l'argent, on a vu les photos, de trouver 1,5 milliard dans la maison d'un ministre de Talon, ça veut dire que l'ancien ministre. Ça veut dire que Talon a échoué. Ça veut dire que Talon a échoué. Comment il a pu faire si tant la lutte contre la corruption et qu'un ministre pourrait avoir en espèces. C'est une question qui a ça. Donc, de tout point de vue, moi, c'est un dossier qui ne tient pas. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour aller... Olivier Bokor est innocemment en prison. Mais, en ce moment. En tout cas, moi, je dis qu'il n'y a pas eu tentative de coup d'État. Ils ont fabriqué quelque chose pour pouvoir le déposer. Mais malheureusement, c'est ce que lui aussi a fait faire à Adjavon, à Madougou, au professeur Jola. C'est ça qui est malheureux. C'est là où je suis un peu gêné. Mais moi, j'ai la ferme conviction qu'Olivier ne peut pas faire un coup d'État. Bon, je suis d'accord avec madame, hein. C'est vrai que l'idée peut traverser, mais là. Vous savez, mais là où il y a problème, et là, on est avec un égyptologue, il y a un problème spirituel fondamental qui se pose aujourd'hui. Le Bénin, depuis les indépendances, depuis la période, comment vous appelez ça, les démocratiques, on n'a jamais, malgré notre proximité avec le Nigeria, le Burkina, le Niger, on n'a jamais eu le terrorisme chez nous. Mais quand Talon a commencé par appeler ses pro-citoyens terroristes, le terrorisme s'est implanté. Ça a commencé le 1er mai 2019. Maintenant que Talon lui-même a commencé par appeler le coup d'État, peut-être que c'est ce qu'il veut. Là même, c'est ça où je vous dis que c'est un coup monté par Talon lui-même. Et je vous donne des détails. Malheureusement, vous ne me laissez pas le temps. Vous voyez, parce que le code électoral, ça c'est un secret de polichinelle que Olivier est contre ce code-là. Ça, tout le monde le dit. Et vous savez que lorsque les tractations se faisaient à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui se réclamaient, qui se disaient pro-Olivier, qui étaient contre ce code-là. Et il se murmure que Olivier est en train d'entreprendre certains députés pour pouvoir reprendre ce code-là. Ce qui n'est pas du goût du président Patrice Talon.
Et Patrice Talon dit son candidat, c'est le ministre des Finances. Ils ont même fait une réunion entre eux. On a rapporté. Ils ont même fait une réunion entre eux. Et c'est là où, vous voyez, à cette réunion, le président Talon disait aux députés, mais c'est quoi? Oui, vous cherchez à protéger Olivier parce que c'est lui qui vous donne l'argent. Mais vous savez que tout l'argent qu'il vous donne, c'est moi qui lui remets l'argent. Ça veut dire quoi? Donc si aujourd'hui même on veut traduire, on veut juger Olivier pour corrupteur, le plus grand corrupteur c'est Talon, puisque Talon a dit devant les députés que c'est lui qui le remet l'argent. Et c'est pour ça que je vous ai dit. Mais c'est les députés même qui ont dit ça. Non, mais bon, après, on sait comment ça se passe en Afrique. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà. Sur notre continent. Tout à fait. Et on sait très bien que c'est Olivier qui porte les sous aux députés, aux rois, aux pasteurs, à tout ça là. Donc c'est pour ça que je vous dis, Talon même sait qu'il y a énormément de numéraires dans sa maison. C'est pour cela qu'on n'a pas envoyé des gens faire la perquisition chez lui. Maintenant, le militaire, vous aussi, vous regardez, le jour du jugement, il est venu par une autre porte. Lui ne m'a même pas gardé. Le patron de la garde républicaine. La garde républicaine. Mais quel coup d'État? Et jusqu'à présent, l'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major général, tout ce monde, la personne n'a rien dit. Quel coup d'État? Et il est toujours à son poste. Il est toujours à son poste. Et puis on le laisse. Non, arrêtons quoi. Franchement, ça nous salit. Dans le cas Bokor, quels sont, selon vous, les éléments matériels qui pourraient motiver une condamnation d'Olivier Bokor? Nous n'avons là que 1,5 milliard qui aurait été retrouvé chez son complice, entre guillemets. Le procureur ne parle pas d'enregistrement, pas d'écoute, pas d'échange écrit. Comment on peut condamner quelqu'un sur la base de ça, sans oublier que je demande à un spécialiste si c'est légal d'avoir 1,5 milliard chez soi à la maison? Il me répond oui. Dans le cas en Afrique, oui. C'est un continent non bancarisé. Les gens sont autorisés à avoir leur fortune dans leur maison, dans leur voiture s'ils veulent, sous leur matelas, etc. Et quand on met tout ça ensemble, comment un procureur peut-il arriver à faire condamner quelqu'un sur la base de ces éléments qu'on a dans le cas Bokor? Alors, c'est intéressant la question que vous posez sur la notion de preuve. Mais je pense qu'effectivement, à ma droite, monsieur le ministre a contesté ces preuves-là. Moi, ce que je poserais comme question, c'est est-ce qu'il existe sur le continent africain un coup d'État parfait? Aujourd'hui, finalement, on ne peut pas savoir, à la lecture de ce que vient de dire monsieur Bikim, on ne peut pas savoir combien ça nécessite pour le faire. On ne peut pas savoir. Parce que les tentatives de coup d'État qui ont échoué ou alors celles qui ont réussi, on ne sait pas ce que ça mobilise. Non, moi, je vous parlais du point de vue du droit. Le fait que je suis d'accord. C'est la flagrance. Une procédure de flagrance, c'est quoi? On arrive, on vous prend sur le fait, et à partir du moment où vous êtes pris sur le fait, le procureur qualifie. Le fait, c'est quoi? Le fait sur lequel on vous prend, c'est le fait aujourd'hui, c'est que Omeki, oui, il est dit qu'Omeki a été pris avec 1,5 milliard, oui, qu'il transmettait au commandant. C'est important, oui, ça. Oui, c'est une procédure de flagrance. C'est une procédure flagrance. C'est important ce qu'il dit, c'est très très important. Oui. Et il faut que je corrige quelque chose dans ce que je dis, enfin que j'ajoute, parce que c'est une procédure de flagrance. Il dit qu'on peut avoir 1 milliard chez soi, il dit à condition que vous justifiez l'origine. C'est très important que je précise ça. Voilà. C'est pas avoir comme ça de l'argent chez soi, non. Vous pouvez avoir 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards si vous voulez chez vous, mais vous devez pouvoir, en cas de contrôle, dire d'où vient l'argent. Mais là, l'élément qu'il évoque est très important. Il dit, on l'a pris sur le fait, il voulait transférer l'argent à quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, parlant des coups d'État dans la sous-région. Il a cité quelques exemples. Oui. Et là, mais en réalité, il met de l'eau. Il apporte de l'eau à mon moulin. Parce que il est le commandant de la garde présidentielle. Il a besoin d'aller chez Khomeki avant de faire coup d'État à Talon. Mais il vit avec lui tout le temps. Maintenant, même si j'ai entendu certains qui disent oui, non seulement il fait coup d'État à Talon, mais on veut le tuer. Talon même dit Olivier a vu ma nudité. Il lui faisait confiance. Hein. Alors, Olivier veut tuer Talon, il fait quelque chose à ça qu'il va faire. Et lui qui est le commandant de la garde républicaine. Et vous l'avez très bien dit. C'est simple, sans diffusion. Monsieur, tu es là, et c'est fini, on lui met la méthode. Non, arrêtons, quoi. Franchement, ça, ils nous prennent pour des imbéciles. Et je reviens maintenant sur le... Non, c'était tellement révoltant, quoi. Le commandant de la garde républicaine, qui assure la sécurité du président, oui, qui voit tous les jours, n'est pas allé chez lui. Donc, si on me disait même que
le commandant était allé chez le président, et il y avait des militaires derrière lui, tout ça là. Il n'y a rien, même d'abord. Il parlait de Romeki, hein. Il ne parlait pas de la garde. Non, il parlait d'Olivier Bokwa et de Romeki. Mais non, on n'a pas trouvé Olivier chez Omeki. On nous a dit qu'on a vu le commandant chez Omeki. Oui. Et Omeki dit que ce n'est pas vrai ce qu'on dit. C'est-à-dire, comment on appelle ça? On n'a jamais trouvé de l'argent chez lui. Omeki dit qu'on n'a jamais trouvé de l'argent. Ils sont eux-mêmes qui sont venus avec leurs sous. Encore que, on n'a même pas. Et c'est ça qui m'embête. Le procureur ne nous a pas montré du vrai argent. Hein. C'est des photos qu'il a montrées. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Dans les autres cas, dans les autres pays, oui. Au moins on a vu que les gens ont des armes, tout ça. Quelle arme nous a montré? Coup d'État, on a dit coup d'État. Hein. Quelle arme nous a montré? Quelle, à part les. C'est quand même incroyable ce que je passe au Bénin, quoi. On nous a montré quoi? Un message transféré. Encore que ce message transféré n'a pas parlé de on me fait coup d'État, on fait ci. Ça parle de sous. On dit oui, on a ouvert un compte à Abidjan. Oui. Et la banque a encore contredit. Ce n'est pas un compte bancaire, c'est plutôt un compte, comment on appelle ça, d'assurance vie. Bref, c'est pour vous dire que c'est un Mélie Molo mal monté, totalement mal monté. Alors, le commandant de la garde républicaine n'a pas besoin d'aller chez Omeki s'il veut faire coup d'État à son patron. Omeki dit que le commandant est venu au même moment. Et puis, pourquoi ils sont allés enlever les caméras et les enregistrements de caméras au domicile de Omeki? Pourquoi ils sont allés enlever ça? Mais ils auraient pu laisser ça pour que le gars puisse se justifier parce qu'au moins, Omeki dit, moi je n'avais pas d'argent chez moi. Le véhicule en question, qu'on a dit que le véhicule appartient même à... C'est pas, moi je parle de leur défenseur, parce qu'ils se font là. Moi, la Bible dit, chacun récoltera ce qu'il a semé. Et mieux, quelque part on dit encore, malheur à celui qui dit bien ce qui est mauvais et dit mauvais ce qui est bien. Parce qu'ils sont tus. Ça fait longtemps que moi je criais ce qui se passe là. C'était pour... Et l'autre là, le professeur Joël a dit, le seul système dans lequel tout le monde est en sécurité, c'est le système démocratique. Ils auraient pu contribuer à ça. Alors, non, pardon, je tiens à le dire. Le véhicule qu'on nous a montré, et on dit que c'est le véhicule de Omeki. Vous avez regardé la plaque? C'est une plaque de garage. Vraiment, il vient d'acheter la voiture là, et c'est une plaque de garage qui était sur le véhicule là. Il n'y a que lui qui puisse répondre à cette... Peut-être, pourquoi pas. C'est la garantie, quoi. Alors, très rapidement, Karine, Orio, montage ou pas montage, piège ou pas piège, il y a rupture de confiance entre les deux hommes. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, absolument. De toutes les façons, moi j'ai commencé mon propos en disant que de toutes les façons, on est en politique, c'est pas des enfants de cœur. La trahison existe. Et que ce soit dans le milieu des affaires, parce qu'effectivement, ce sont des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires hyper puissants, la trahison existe, que ce soit sur le plan des affaires ou là sur le plan politique. Maintenant, je pense que ce qui est dommage, c'est uniquement de focaliser l'attention sur la rupture entre les deux hommes en tant qu'amis et d'oublier aussi le contexte dans lequel on vient. C'est-à-dire que le Bénin a aussi connu des coups d'État et qu'aujourd'hui, encore une fois, on ne communique pas sur les tentatives avortées de coups d'État. Et que là, on est aussi dans une rupture de communication avec cette nouveauté dans laquelle on nous informe des faits et qui sont reprochés, en tout cas, aux supposés coupables. Jean Bikim, j'ai posé la question par rapport à l'administration, ce qu'on appelle en droit l'administration des preuves. Vous pensez qu'il y a assez d'éléments substantiels qui pourraient motiver une condamnation lors du procès à venir de Olivier Bokwa? Dans une procédure de flagrance, oui. Malheureusement, le procureur dispose de toutes les armes pour condamner. Pour condamner, d'accord. Ouais. Ça, il faut qu'il y ait eu piège ou pas, à partir du moment où il y a flagrance, c'est tout. Peu importe comment tu es tombé dans le piège, c'est tout. C'est condamnable. Oui. Très bien. Non, mais s'il y a flagrance, pourquoi le procureur demande alors d'envoyer le dossier en instruction? Il a dit tout. Parce qu'il est obligé. Non, il n'est pas obligé. Il est obligé. Non, s'il y a flagrance, c'est comparution immédiate et puis on te juge en même temps. Dans le délit et crime d'atteinte à la sécurité, nous avons du pénal. Oui, tout à fait. Nous avons du droit, nous avons du politique, nous avons du financier, l'économique et le terrorisme. Donc c'est un champ très large. Et dans ce champ très large, comme les magistrats le savent en général, le seul point sur lequel je suis d'accord avec tout ce que les Béninois disent aujourd'hui, on ne peut pas, dans un pays comme le Bénin, dans n'importe quel pays africain,
ne pas veiller à ce qu'on ait une séparation stricte entre le judiciaire et l'exécutif. Le problème de Talon, c'est que depuis 2016, tous les pouvoirs sont concentrés dans sa main. Et ça crée des problèmes.